peuples ne réclament pas la liberté. Au contraire, tous les jours, ils ne font que cela. Ils n'ont pas le choix tout compte fait. La différence entre africanité et antianité réside aussi donc dans l'épanouissement de l'individualité et dans le développement d'une socialité libre et démocratique. Donc pour moi, l'africanité, c'est d'abord aussi aujourd'hui, par rapport au monde entier qui regarde l'Afrique et qui nous regarde, nous, Africains qui vivons en diaspora, c'est d'abord pour moi la concrétisation de l'esprit démocratique. Car c'est ce qui peut favoriser le développement économique. Et si je pense que si demain l'Afrique est forte et prospère, je pense que tous les pseudo-débats, tous les faux débats que nous menons, à mon avis, je ne crois même pas que ces débats se poseront parce que c'est un instinct humain que si demain l'Afrique se porte bien économiquement et politiquement, les Antillais, s'ils se sentent discriminés ici, ils feront leur valise, effectivement, et on n'aura même pas besoin du côté africain à prouver qu'ils sont d'ici ou pas. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on insiste, nous, Africains, beaucoup sur cet aspect des choses quand nous abordons nos frères des Antilles et nos sœurs des Antilles. Vu des Antilles, les sociétés africaines sont devenues des sociétés chaotiques. C'est-à-dire qu'ils voient la cruauté, la dégénérescence, le luxe extravagant des minorités. Et j'observe aussi que dans l'Afrique actuelle, les gens sont de plus en plus indifférents les uns aux autres. Or, quand on pense que Césaire a beaucoup théorisé l'humanisme africain, qui est un humanisme authentique, les jeunes Antillais, quelque part, en observant surtout avec le jeu des satellites et de la télévision aujourd'hui, les images qui leur proviennent d'Afrique, semblent justement mettre un peu en porte-à-faux le père de la négritude. Et c'est là justement que tout le débat sur la créolité est venu s'incruster, à mon avis. Ce n'est pas un débat qui est né, effectivement, ce n'est pas un concept, ces théoriciens n'ont pas laissé tomber ce concept du coup. Ils ont aussi vu qu'à un moment donné, dans la conscience antillaise et dans les perspectives du développement de l'Afrique, les choses ne prenant pas, donc il fallait déconnecter un peu le monde antillais du monde africain, c'est-à-dire ce pont que Césaire avait toujours, effectivement, cherché à bâtir et à maintenir. Donc, bref, bon. Donc, alors, comment l'Antillais peut-il résister à la propagande et à la manipulation de ceux qui viendront vers lui et dire, vous voyez, la cause des maux qui minent l'Afrique est claire. Les Africains sont victimes d'eux-mêmes, nous ne leur avons rien fait. C'est un raisonnement pervers, mais vous le retrouvez de plus en plus dans certaines littératures. En face, et vous aurez donc cet Africain qui réagira en affirmant face aux maux qui minent l'Afrique, que c'est la faute des autres, et que donc l'Afrique est victime d'un vaste complot. Et là, vous avez effectivement deux attitudes de personnes qui ne peuvent pas entrer dans un dialogue, je dirais, responsable. Donc, regarder vers l'Afrique, pour moi, ce n'est pas renoncer à une part essentielle de l'existence antillaise en France, car dans ce pays, nous avons vraiment de bonnes raisons d'agir ensemble. Les conditions d'existence de nos deux communautés respectives restent indignes d'une république, tant au plan individuel qu'au plan collectif. Bien que français, la grande majorité des Antillais, surtout les plus éclairés, désirent préserver leur africanité ou leur négritude comme une sorte d'héritage, comme un credo, un élément impossible à saisir et à définir, mais clairement qui est présent dans leur conscience. Ce que j'appelais la dimension mystique de l'identité. Donc, Césaire aime à dire qu'il n'a pas à retourner en Afrique ou à l'Afrique parce que l'Afrique ne l'a jamais quitté. Donc, l'Africain doit faire preuve d'une vertu d'esprit pouvoir et accepter l'Antillais comme Antillais. Et j'ai retrouvé justement dans la philosophie, c'est mon métier, un texte de Max Brod dans lequel il utilisait ce concept que j'aime bien, l'amour distant. Brod a utilisé ce concept d'amour distant, et je pense que c'est un concept qui pourrait d'ailleurs s'appliquer aux relations entre Africains et Antillais. C'est-à-dire la distance empêche une intimité trop brutale, mais en même temps coupe court au désir de franchir le fossé. Donc Brod admet que là où il y a amour, le sentiment de la distance disparaît. Et là où il y a distance, l'amour ne peut apparaître. Pour entrer en dialogue, il faut deux interlocuteurs qui s'écoutent mutuellement, qui sont prêts à percevoir l'autre tel qu'il est, et pour ce qu'il représente, et à lui répondre. Ce qui signifie qu'il ne faut pas chercher, bien sûr, à africaniser coûte que coûte l'antillais, et à créoliser coûte que coûte l'africain. Donc pour moi, j'ai toujours pensé que l'africanité, la créolité, la négritude, ce sont les feuillages d'un arbre dont la force vitale se trouve dans notre mémoire historique commune partagée,
et surtout dans les défis du présent. Donc sans une appréciation rigoureuse de nos contentieux, réels ou fictifs, on ne peut imaginer aucun dialogue fécond entre nos deux communautés. Donc tout dialogue est une tâche, et baisser les bras devant la tâche cache en fait pour moi de la paresse et de l'incompétence. C'est pourquoi justement cette initiative qui vise à porter très haut l'idée d'excellence au niveau de votre association et que le professeur Bokola a bien défendu tout à l'heure me paraît tout à fait salutaire. Donc à mon avis l'initiative d'aujourd'hui jette un pont entre Africains et Antillais. Construire ce pont est une tâche et nous devons tous continuer à l'assumer. Il faut sortir nos deux communautés de la posture défensive, car je pense que, après tout, la figure du monde noir qui a le plus pénétré la condition noire africaine et antillaise, je dirais même plus que les Africains, Frantz Fanon, et je pense dans une mesure qui a été rarement atteinte. Quand vous lisez Les Damnés de la Terre, vous voyez comment Fanon, dans un texte quasiment prophétique, parle de la déréliction des États africains, de la déréliction à venir des États africains à partir de ces pseudo-bourgeoisies nationales qui ne seront pas des bourgeoisies entrepreneuriales, des bourgeoisies capitalistes au centre de bâtir des industries, d'assurer une base industrielle à l'Afrique. Effectivement, on trouve ces textes-là très rarement. Dans le contexte de l'époque, on ne trouve pas, dans les textes des écrivains ou des militants africains, on ne trouve pas ce genre de... Donc pour moi, qui a effectivement été nourri dans les textes de Fanon, pour Noir Masque Blanc, Les Damnés de la Terre, d'ailleurs, un texte qui est repris dans la Révolution africaine qui s'appelle Africain antillais. Donc je pense que peut-être que je n'ai rien dit d'extraordinaire ou de totalement inédit ce soir, mais je tenais donc à vous remercier pour votre invitation et surtout de m'avoir écouté attentivement. Merci. Bon, je crois qu'on va faire très simple, hein, parce qu'on est en famille. À la limite, on pourrait repartir sans débattre, parce que les questions, les interventions étaient toutes très pertinentes. Je propose que vous posiez les questions simplement aux intervenants et qu'ils puissent nous dire ce qu'ils pensent. Mais merci déjà pour cette première initiative. Vous voyez, je crois que ce qui est sûr, et c'était ma préoccupation, c'est que vos interventions seront sur Internet et on pourra les diffuser pour nos copains qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Et on aura un retour, et le professeur Eli Kambokolo m'avait dit que lundi ou mardi, il va regarder ce que vous avez dit. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des remarques, si vous voulez, très simplement, poser directement au... Est-ce que tu peux leur donner le micro? Oui, ou sans micro. Sans micro. Ah oui, tu peux enregistrer, il n'y a pas besoin. Moi, c'est une question un peu épineuse, parce que je crois qu'on aurait intérêt à clarifier... Merci. À clarifier le rôle dans la colonisation, enfin dans la traite des Noirs du monde arabe, parce qu'on ne connaît pas suffisamment. Et c'est intéressant de voir qu'il y a eu deux démarches différentes. Hein, et je crois que la démarche arabe est même plus ancienne. Bon, par ailleurs, dans la colonisation concernant les Noirs d'Afrique noire, il y a aussi eu quand même un rôle de certains chefs qui ont vendu des gens. Et on a les preuves maintenant. Alors je crois que ce n'est pas la peine de le dissimuler, parce que quand on est dans un débat, ça ressort toujours. Alors j'aimerais, s'il y a des travaux là-dessus clairs et nets, qu'on en sache plus sur cette démarche-là. La question s'adresse plutôt à Abdoulaye, puisque c'est lui qui en a parlé, c'est ça? Je ne sais pas. À vous deux. Oui. Non, mais par rapport à cette question, je pense qu'effectivement, elle revient fréquemment. Je distingue deux choses. Partout où il y a eu domination dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu systématiquement un phénomène de collaboration. Quand les Allemands rentrent en France, vous avez effectivement Pétain et sa bande et beaucoup d'autres qui prient pour la victoire des nazis. Donc, cela ne fait pas du tout
de la totalité du peuple français un peuple de collabos. Non. Voilà. Et tous ces justes, par exemple, qui à Chaumont-sur-le-Lion, qui ont caché donc beaucoup de choses pendant la guerre. Donc je dis que simplement, le phénomène de la collaboration de certains chefs ou de rois, effectivement africains, à l'entreprise de déportation et de mise en esclavage des Noirs aux Antilles et aux Amériques, n'a pas été un système pensé, conçu, mis en œuvre par l'Afrique elle-même, puisque si effectivement l'Afrique elle-même avait pensé et conçu cela, je ne sais pas où elle les aurait amenés, donc ces gens-là. Donc voilà, et il a fallu donc que des gens, au nom d'une certaine vision de l'humanité, et vous l'aviez rappelé tout à l'heure à travers toutes ces diverses théories raciales ou racistes depuis le 17e jusqu'au 20e siècle européen, qui a culminé justement avec l'antisémitisme et tout, et donc au sein même de l'Europe. Donc pour montrer que finalement le débat, il ne s'agit pas pour les Africains de nier que certains de leurs dans ce phénomène de domination historique, de cet événement historique, n'ont pas effectivement participé directement ou indirectement à la déportation des Noirs. Mais quelque part, vous faites du révisionnisme en voulant expliquer que la traite et l'esclavage des Noirs n'a été possible que parce que quelques chefs et quelques rois ont permis effectivement à certains de leurs de partir. Donc historiquement, tous les étudiants africains, de Mamadou Diouf à Ibrahima Bari, vous avez une école africaine, une école historique africaine de l'intérieur, et notamment Ibrahima Baba-Kaké, c'est des historiens africains, je ne suis pas historien, mais j'ai lu tout de même les réponses argumentées des historiens africains à cette accusation, puisqu'il s'agit quand même d'une accusation sur fond des débats historiques. Et donc, il ne faut pas, je dirais, donc effectivement, dénaturer les faits et faire finalement de l'Afrique tout de même qui était la victime dans cette affaire parce que c'était ses enfants qui partaient, et non effectivement les négriers, qu'ils soient européens ou arabes, qui ont pensé et tout, et sont venus envahir effectivement un continent et déporter ses enfants. Donc à mon avis, il faut faire attention lorsqu'on touche à cette question-là. Non, moi je suis d'accord avec vous deux, d'ailleurs je crois qu'il n'y a pas de contradiction, ce que vous dites en fait. Non, et c'est une clarification. Oui, j'ai clarifié.